vous êtes un étudiant et vous rêvez de partir à l'étranger un jour pour faire un stage de fin d'études, vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. On attaque tout de suite. Cette vidéo, je pense, elle sera longue, mais je vais tout vous dire par rapport à mon aventure de mon stage de fin d'études en France. Pour vous mettre dans le bain, je suis tunisienne, j'ai fait toutes mes études en Tunisie. J'ai fait l'ENIT, l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, spécialité génie civil, et je suis partie faire mon stage de fin d'études en France. Donc je vais répondre à 3 questions qui revenaient très souvent. Comment j'ai fait pour décrocher ou pour trouver une opportunité de stage de fin d'études? Comment c'est la procédure une fois qu'on a trouvé un stage de fin d'études? Comment procéder en termes de paperasse? Et troisièmement, comment se préparer, surtout niveau budget? Pour répondre à la première question, je vais vous dire comment moi j'ai fait pour décrocher un stage de fin d'études en France. Certes, il y a d'autres moyens, sûrement il y a d'autres chemins, d'autres manières de trouver d'autres stages, mais moi je vais vous dire, je vais vous raconter comment moi j'ai fait et qu'est-ce qui a marché pour moi. En 2 mots, moi j'ai procédé en candidature spontanée, c'est-à-dire j'ai visé des entreprises, j'ai envoyé mes documents, j'ai envoyé un mail spontanément, ce n'était pas une réponse à une offre. Et là, je vais vous donner les étapes à suivre pour réussir vos candidatures spontanées. La première étape est comme toute autre candidature, vous devez préparer votre CV. Je vous conseille de faire un CV simple et épuré. Bien sûr, vous pouvez utiliser l'outil Canva, ça propose des centaines et des centaines de designs de CV, mais si vous avez un doute, si vous êtes un peu perturbé par tous les designs que propose Canva, partez sur quelque chose de simple, noir et blanc, basique. Pour votre CV, j'ai quelques conseils à vous donner pour que votre CV soit le plus attirant possible. Commençons par le titre. Le titre doit être vraiment très parlant à votre lecteur. Il doit indiquer qui vous êtes et qu'est-ce que vous cherchez. Dans mon cas, le titre était élève ingénieur en génie civil à la recherche d'un stage de fin d'études. C'est clair et net, ça donne tout de suite une idée générale au lecteur et il peut savoir tout de suite si c'est quelque chose qui l'intéresse ou pas. Deuxième conseil, c'est par rapport à la rubrique de votre contact personnel. Pour vous contacter, c'est bien de mettre un numéro de téléphone, mais c'est plus important de mettre une adresse email professionnelle. Donc si vous n'avez pas une, vous devez en premier temps créer une adresse professionnelle que vous pouvez intégrer à votre rubrique de contact personnel. Cependant, attendez-vous à un appel surprise pour un entretien téléphonique. Mon troisième conseil, c'est de miser et de mettre l'accent sur les projets, les mémoires et les stages que vous avez fait pendant votre cursus académique. Les mémoires, généralement, ça nous prend 1 mois maximum par mémoire pendant notre cursus académique, donc on peut se dire, bon, ce n'est pas grand-chose, mais non, détrompez-vous, le mémoire, ça reflète un travail de recherche, un travail d'interprétation, un travail de rédaction de rapports et surtout un travail en équipe. Ça reflète pas mal de vos skills et soft skills à votre recruteur. Les stages aussi, si vous avez fait un stage d'1 mois, de 2 mois, de quelques semaines, c'est très important de le mentionner et aussi tout autre projet que vous avez pu faire pendant votre cursus académique. Et mon dernier conseil sur votre CV, c'est le conseil qu'on nous dit tout le temps, mais je pense il faut le mentionner parce que vraiment ça fait une grande différence, on doit le prendre au sérieux, c'est de faire attention aux fautes d'orthographe. Donc prenez le temps au maximum du maximum à lire et relire votre CV. N'hésitez pas aussi à le passer à des amis ou à des professeurs pour le lire et le corriger pour vous. La deuxième étape de ma recherche de stage de fin d'études, c'est de faire un listing de mes cibles. Donc, on m'a toujours posé la question dans ce sens. Où est-ce que tu as trouvé ces stages? Comment tu as fait? Tu as contacté qui?
Qui t'a recommandé? Qui t'a donné un contact? Mais en vrai, rien ne s'est passé comme ça. J'ai tout simplement posé la question à mon meilleur ami Google et qui est à la portée de tout le monde. Donc, si vous n'avez pas de contact, si vous vous sentez tout seul, si vous vous sentez sans armes, c'est comme si vous n'avez aucun chemin, vous n'avez aucune piste, n'hésitez pas tout simplement à demander à Google. C'est ce que j'ai fait et je vais vous dire en détail comment j'ai fait ça. J'ai commencé par faire une recherche internet. Je prends l'exemple de ma spécialité génie civil pour vous donner plusieurs exemples, mais ça reste valable peu importe votre spécialité. Donc un jour, je me suis posée sur mon ordinateur, j'ai ouvert une page Google et j'ai commencé à écrire entreprise génie civil, bureau d'études génie civil, entreprise construction métallique, entreprise route, bureau d'études chaussée. J'ai vraiment, après 3 ans d'études en génie civil, j'ai fait une collecte ou une collection de tous les mots-clés en relation avec le génie civil et j'ai fait des recherches sur Internet. Donc, en faisant ces recherches, j'ai trouvé plusieurs, mais des centaines et des centaines de sites web d'entreprises en relation avec le génie civil. En parallèle, j'ai ouvert un fichier Excel, j'ai écrit le nom de chaque entreprise que je trouve, la spécialité, un contact et le lieu. Généralement, quand vous arrivez sur un site web d'une entreprise en France, vous trouvez toujours un contact en adresse mail. S'il n'y a pas un adresse mail, il y a un formulaire intégré sur le site web. Dans le cas où je trouve une adresse mail, je la note dans mon fichier Excel. Sinon, si c'est un formulaire intégré, je mets le lien dans mon fichier Excel. J'ai fait ça en plusieurs jours. Honnêtement, on ne peut pas faire ça en une seule journée parce que c'est un travail très répétitif, ça prend du temps, il faut noter en parallèle tout ce qu'on trouve, il faut aussi éviter les doublons parce que bon, ça sera mal vu quand même d'envoyer 2 candidatures à la même entreprise. Donc moi, je vous conseille de faire ce travail en une seule fois, pas en une seule journée, mais en une seule fois. Ne passez pas à l'étape suivante sans avoir fini votre recherche. Je sais que c'est une recherche dense, ça prend énormément du temps. Bon, en génie civil, moi j'ai fini avec un Excel de 500 lignes, mais peut-être dans l'informatique, c'est une recherche interminable. Mais plus vous passez du temps à trouver des entreprises, à chercher des entreprises, plus vous augmentez votre chance de trouver un stage de fin d'études tout simplement. Donc même si ça vous prend 2 semaines à remplir votre fichier Excel avec des entreprises et des contacts, prenez le temps de le faire, c'est ça qui sera votre base par la suite. Maintenant que votre fichier Excel est bien rempli et que vous avez des centaines et des centaines de contacts, il faut retravailler ce fichier Excel. Ce que j'ai fait moi dans ma spécialité génie civil, j'ai regroupé les entreprises que j'ai trouvées par spécialité. Par exemple, la construction métallique, la construction de béton armé, les entreprises de construction, les bureaux d'études. Il y avait plusieurs sous-spécialités et moi, personnellement, j'étais ouverte à toutes les spécialités pour augmenter mes chances. Donc, j'ai visé toutes spécialités, j'ai pas fait de tri. Le seul travail que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé ces contacts que j'ai trouvés par sous-spécialité et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Une fois que j'ai regroupé mes contacts par sous-spécialité, maintenant j'ai une vision très claire sur mes lettres de motivation. On nous a toujours dit que les lettres de motivation doivent être personnalisées en fonction de votre cible, mais bien évidemment dans ce cas-là, dans le cas où vous allez postuler une centaine d'entreprises, ça serait impossible et un temps énorme de personnaliser chaque lettre de motivation pour chaque entreprise. Donc, comment est-ce que j'ai fait? J'ai personnalisé mes lettres de motivation en fonction de ces sous-spécialités que j'ai fait sur Excel et j'ai fini par avoir peut-être 5 ou 10 lettres de motivation uniquement. Donc c'est pour ça c'est très important de regrouper vos contacts par sous-spécialité et après pour chaque sous-spécialité vous rédigez une lettre de motivation qui convient à
tous les contacts de ce groupe. Après, le jour de la candidature, le jour où vous allez envoyer votre candidature, vous n'avez qu'à changer la date d'envoi et c'est tout. Pourquoi c'est important de personnaliser votre lettre de motivation en fonction de votre cible? Parce que généralement, la lettre de motivation, c'est la dernière étape avant de donner suite à votre candidature. On commence par lire le CV et on finit par la lettre de motivation. Et c'est la dernière impression qu'on va donner au recruteur. Donc, il est très important de donner une bonne impression. Et l'une des conditions pour donner une bonne impression, c'est justement d'avoir une lettre de motivation personnalisée. On ne peut pas adresser par exemple une lettre de motivation qui exprime vos compétences dans la construction métallique à une entreprise spécialisée à la construction en béton armé par exemple. Donc, et aussi si on fait une lettre de motivation où on met toute notre compétence là-dedans, ce n'est pas intéressant parce que le lecteur va finalement dire bon en fait cette personne elle n'est pas forcément intéressée à mon domaine, elle est intéressée à tout et ce n'est pas quelque chose que les recruteurs préfèrent. Encore une fois, je prends l'exemple du génie civil. Donc, si moi, je vise une entreprise de construction métallique, dans ma lettre de motivation, je vais mettre l'accent sur mes compétences en construction métallique. Si je vise une entreprise de construction tout court, je vais mettre l'accent sur mes compétences de travail en équipe, mes compétences d'adaptation, mon intérêt à être sur site. Si je vise un bureau d'études, je vais mettre l'accent sur mes compétences en études, en calcul, en interprétation, en rédaction. Donc, vous voyez comment personnaliser la lettre de motivation. C'est pas forcément en fonction du nom de l'entreprise, mais plutôt en fonction de vos compétences à vous. Il faut que les compétences que vous mentionnez dans votre lettre de motivation soient en cohérence avec l'entreprise qui vous lie. Maintenant que vous avez votre CV et vos lettres de motivation, il est temps d'envoyer les candidatures. Donc, je vous conseille d'ouvrir votre compte professionnel que vous avez créé pour ces candidatures et le fichier Excel et vous commencez à envoyer des emails. Alors, dans le mail, il doit y avoir un objet de mail, il doit y avoir un corps de mail et vous mettez en pièce jointe votre CV et la lettre de motivation adaptée à votre cible. Dans l'objet, vous pouvez tout simplement dire candidature spontanée pour un stage de fin d'études en génie civil par exemple. Mais ce qui est très important pour moi, c'est le corps de mail. J'ai vu beaucoup de gens malheureusement qui envoient des emails vides. Ils mettent uniquement des pièces jointes, le CV et la lettre de motivation. Mais c'est très important d'écrire en quelques mots pourquoi vous envoyez cet email. C'est la première impression que vous allez donner à votre lecteur. Si le mail est vide, vous allez donner une impression vide. Ça veut dire pas d'impression. Donc, pour captiver votre lecteur, utilisez quelques mots dans votre mail pour dire, par exemple, bonjour, je me permets de vous écrire pour postuler pour un stage de fin d'études dans telle spécialité de telle date à telle date. Évitez les répétitions aussi avec votre lettre de motivation. Donc, n'essayez pas de faire des copier-coller de votre lettre de motivation dans vos emails. C'est juste vraiment 2-3 phrases qui expriment clairement pourquoi vous envoyez cet email. Et voilà comment j'ai postulé pour trouver un stage de fin d'études. C'est vraiment le moyen le plus simple qu'on peut trouver, mais surtout c'est le moyen qui est disponible à tout le monde. Sachez par contre que j'ai envoyé des centaines et des centaines de candidatures. J'ai envoyé plus de 500 mails. J'ai pris mon temps à rédiger mon CV, à rédiger mes lettres de motivation, à faire des recherches et à envoyer des emails soignés. C'est vrai que j'ai envoyé plus de 500 candidatures, mais aussi sur ces 500 candidatures, j'ai reçu que 3 offres, 3 réponses positives. Donc je sais, j'ai toujours eu des retours en mode oui, j'envoie mais je trouve rien, j'envoie mais il n'y a que du refus. Sachez que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais ce n'est pas inexistant non plus. Plus vous envoyez des emails, plus vous augmentez votre chance de recevoir des réponses positives. Aussi, si vous recevez plusieurs refus, posez-vous la question pourquoi ? Essayez de revoir votre manière, essayez de revoir votre CV, essayez de revoir votre lettre de motivation, changez un petit peu jusqu'à ce que vous recevez une réponse
positive. Un autre volet pour augmenter vos chances de trouver un stage de fin d'études en parallèle aux candidatures spontanées, c'est les opportunités de la vie. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous et soyez très curieux. Par exemple, un événement pourrait être une opportunité, une nouvelle rencontre, une réunion pourrait être une opportunité, un événement d'un club pourrait être une opportunité. Et quand vous trouvez cette opportunité, saisissez-la. Ne vous posez pas trop de questions. Vous avez un doute, vous vous dites, bon, cette personne pourrait m'aider, c'est peut-être une opportunité qui se représente pour moi. Ne vous posez pas de questions, allez-y, c'est comme ça qu'on arrive à décrocher des opportunités. Et n'essayez pas de savoir le résultat de votre effort avant même de faire l'effort. Ne restez pas là à dire « ouais, je suis pas sûre que je vais réussir, je suis pas sûre qu'il va m'apprécier, je suis pas sûre qu'il va m'aider ». C'est pas le résultat qui compte en ce moment-là. Ce qui compte, c'est d'aller faire de l'effort. Par exemple, une opportunité qui peut arriver couramment dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles de commerce, ce sont les conférences. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'experts qui viennent faire des conférences dans les écoles pour partager leurs connaissances. Les clubs aussi organisent plusieurs événements et plusieurs conférences et invitent des gens du monde professionnel pour faire des conférences. Ces gens peuvent être une opportunité pour vous. Donc, si vous êtes dans un événement ou dans une conférence où il y a un expert ou un professionnel qui est en train de faire un discours devant 500 personnes et que vous ne connaissez pas du tout cette personne, eh ben, ça peut être une opportunité pour vous. Allez lui parler. Je sais que c'est stressant. Je sais des fois, on a le cerveau qui essaye de nous protéger contre cette personne inconnue qui pourrait nous refouler, qui pourrait nous décevoir, qui pourrait nous refuser tout simplement. Donc pour se protéger contre ces événements malheureux, le cerveau n'arrête pas d'envoyer des signaux en mode non, ne va pas lui parler, tu la connais pas, peut-être elle va te faire du mal, peut-être elle va se moquer de toi, de toute façon t'es pas excellente, de toute façon tu parles pas très bien en français, ça sert à rien d'aller lui parler, t'as aucune chance, il y a beaucoup d'autres personnes qui vont aller parler à cette personne, donc pourquoi tu seras pris? On est tous passés par là, on a tous vécu ça et en plus le stress qu'on sent au moment de décider d'aller parler à une personne qu'on ne connaît pas et surtout de demander quelque chose, c'est tellement stressant qu'on va se dire bon en fait mon cerveau il a raison et en fait on a tendance à choisir la facilité pour notre cerveau et pour notre état de stress et finalement on va pas parler à cette personne. Tout simplement, on se dit, bon, il y a 500 personnes vont aller parler à cette personne pour demander la même chose. Donc, finalement, j'ai pas beaucoup de chance pour avoir quoi que ce soit. Mais, pose-toi la question. Combien de personnes se disent la même chose que toi? Combien de personnes se disent, ça sert à rien d'aller parler à cette personne parce qu'il y en a beaucoup d'autres? Sûrement, tous pensent la même chose. Par contre, très peu de gens vont quand même parler à cette personne en sachant qu'il y a beaucoup d'autres gens qui vont aller parler. Et finalement, vous vous retrouvez peut-être une dizaine parmi 500 personnes à aller parler avec cette personne et du coup, vous avez beaucoup plus de chances que vous le croyez. Donc voilà, les opportunités de vie existent autour de vous. Vous devez juste les apercevoir, vous devez les sentir et vous devez surtout les saisir. Je sais que c'est très stressant. Je suis passée par là parce que finalement, le stage que j'ai choisi à la fin, ce n'était pas grâce à mes candidatures spontanées. Bien que avec ces candidatures spontanées, j'ai eu quand même 2 opportunités de stage de fin d'études et c'était des très belles opportunités. Mais finalement, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un à l'école avec qui je suis allée parler pour exprimer justement mon intérêt de trouver un stage de fin d'études. Et finalement, on m'a proposé un stage que j'ai accepté à la fin. Mais je vous en raconte pas le moment où j'ai décidé d'aller lui parler. Mais j'étais dans mes états, j'étais dans tous mes états. Je dormais pas la nuit, j'étais très stressée et tout. Mais en fait, je me suis dit, pour moi, c'était plus facile de gérer ce stress que de gérer le regret. Vous avez les candidatures spontanées que vous pouvez faire et que aussi peuvent vous ramener des opportunités et aussi vous avez les opportunités de la vie que vous devez saisir dès que vous avez la chance.
Maintenant, supposons que vous avez réussi à trouver votre stage de fin d'études. Comment c'est la procédure? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans cette vidéo, pour qu'elle soit pas trop longue, je vais vous donner un aperçu global sur la procédure à faire. Mais si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire et je ferai une nouvelle vidéo dédiée à la procédure en détail. Alors, en tant qu'étudiante en ingénierie en Tunisie, vous allez procéder comme suit. Une fois que vous avez reçu votre mail de confirmation de votre recruteur, vous allez contacter votre responsable de stage dans votre école en Tunisie et vous allez demander ce qu'on appelle une convention de stage. Je vais vous mettre par la suite quelque part à quoi ça ressemble une convention de stage. Cette convention de stage doit être remplie par vous-même, votre recruteur en France, votre tuteur dans votre école et aussi signée par votre directeur. Dans cette convention de stage, vous allez trouver où votre recruteur va remplir les informations importantes telles que la durée de votre stage, le sujet de votre stage, la rémunération, le lieu aussi et si vous êtes affecté sur un chantier par exemple. Donc ce document, une fois qu'il est rempli par tout le monde, qu'il est signé, vous devez envoyer l'original à votre recruteur en France. Vous pouvez l'envoyer par rapide poste et votre recruteur va déposer ce document à un organisme qu'on appelle la Directe. La Directe, c'est l'organisme qui va vous donner votre permis de travail pour pouvoir venir en France et faire votre stage. Vous allez me dire, bon, c'est un stage, ce n'est pas un travail. Eh ben non, en France, un stage est considéré comme un travail aussi et d'ailleurs, on l'appelle travail de fin d'études, donc un TFE et non pas un PFE comme on dit nous en Tunisie. Cette procédure prend généralement entre 2 et 3 mois. C'est pour ça que vous devez vous prendre à l'avance pour trouver votre stage de fin d'études et ne pas attendre vraiment la dernière minute. Sinon, vous risquez de commencer votre stage très tard. Une fois la Directe vous a donné votre permis de travail, elle va l'envoyer à votre recruteur et votre recruteur va vous l'envoyer et vous allez pouvoir prendre un rendez-vous de visa avec ce permis de travail et vous allez avoir votre visa stagiaire. Maintenant que vous avez lancé la procédure, vous êtes tout excité, vous allez partir à l'aventure, un nouveau pays, un nouveau fonctionnement, une nouvelle devise par rapport à la Tunisie par exemple, et vous allez vous poser la question totalement légitime, c'est le budget, combien d'argent il me faut pour pouvoir partir à cette aventure et vivre les 6 mois du coup de stage. Avant de parler dépenses, on va parler revenus. La bonne nouvelle, c'est que tous les stages en France sont rémunérés, c'est-à-dire vous allez avoir un salaire en tant que stagiaire. Et en France, le salaire minimum pour les stagiaires, c'est de 623 € en 2023. Cette valeur change bien évidemment d'une année à une autre. Je vais vous mettre ici le site web sur lequel vous pouvez trouver l'information exacte. Maintenant, on va parler dépenses. La dépense la plus conséquente, bien évidemment, c'est le logement. Je vais parler pour le cas de la France particulièrement, puisque moi, j'ai fait mon stage en France, donc je peux vous donner beaucoup plus d'informations sur la France qu'à notre pays. Pour le logement, le meilleur rapport qualité-prix, c'est les Crous. Donc les Crous, ce sont des résidences universitaires disponibles pour les étudiants et les stagiaires avec des prix très abordables. Les prix diffèrent aussi d'une région à une autre. Le Crous d'Île-de-France n'a pas les mêmes prix que le Crous par exemple d'une autre région comme Toulouse ou Rouen ou Rennes. Aussi, les prix diffèrent du type du logement. Généralement, dans les résidences universitaires Crous, vous pouvez trouver des chambres simples, c'est-à-dire juste une chambre avec une salle d'eau, ou vous pouvez trouver un studio complet, c'est-à-dire une chambre avec une salle d'eau avec une kitchenette. Sachez que généralement, les Crous qui proposent des chambres sans kitchenette proposent des cuisines pour utilisation commune pour tous les étudiants. Sinon, si vous prenez un studio, donc vous aurez tout dans votre studio, la salle d'eau et la kitchenette. Les Crous sont généralement très demandés par les étudiants, donc ça se remplit très vite. Donc je vous conseille, dès que vous avez une date d'arrivée en France, vous prenez contact immédiatement avec le Crous qui vous intéresse et ils vont vous guider par mail dans toutes les démarches. En plus
plus du prix abordable du Crous, sachez que vous avez accès à une aide qu'on appelle l'APL. C'est l'aide pour le logement qui est donnée par l'organisme qu'on appelle la CAF. Donc, dès que vous arrivez en France et que vous êtes installé et que vous avez votre contrat avec le Crous, vous pouvez déposer une demande sur le site de la CAF pour toucher l'APL, donc l'aide pour logement. Sur les sites du Crous, bien sûr, vous pouvez trouver à peu près un intervalle de prix pour les logements qu'ils proposent et après vous pouvez aller sur le site de la CAF et faire une simulation de l'APL que vous pouvez toucher en fonction de votre statut étudiant ou stagiaire, si vous avez une bourse ou pas, le code postal et aussi le type de votre logement et bien évidemment le prix de votre logement. Et du coup, avant même de partir en France, vous allez savoir d'avance combien vous allez payer pour votre logement. Entre parenthèses, les Crous, c'est pas la seule option. Il y en a beaucoup d'autres de résidences universitaires privées qui proposent des logements pour des étudiants et des stagiaires à des prix faibles et aussi vous pouvez demander de l'APL, donc de l'aide pour logement pour ce genre de logement, mais à mon avis, d'après mon expérience, les Crous restent quand même le meilleur rapport qualité-prix. Sachez aussi que les studios ou les chambres de Crous sont meublés et équipés, donc vous allez avoir un lit avec matelas, un bureau, une chaise, une armoire. Dans la kitchenette, vous allez avoir un mini frigo, une plaque à cuisson. Des fois, ils donnent aussi un micro-ondes, mais ce n'est pas une règle générale. Par exemple, dans mon studio à Rouen, je n'avais pas de micro-ondes et aussi, généralement, il n'y a pas de four. Aussi, il y a quelques équipements qui manquent. Par exemple, vous n'allez pas avoir de lave-vaisselle, le linge de lit, le linge de bain, une télévision. Donc, il faut prévoir un petit peu de budget pour pouvoir acheter tous ces équipements qui manquent. Pour acheter des produits de bonne qualité pour pas cher, je vous recommande deux magasins, Action et Emma. Ce sont des magasins où vous trouvez vraiment des produits de tous les jours, des produits de décoration, des produits de nourriture aussi à manger, un peu de l'électroménager, des fers à repasser, des sèche-cheveux, de la vaisselle pour vraiment pas cher et en plus quelque chose de joli, ce n'est pas n'importe quoi. Donc ce sont deux magasins que je recommande vivement pour les étudiants et les stagiaires. Ne faites pas mon erreur, n'allez pas directement à Carrefour ou à Auchan où vous allez trouver des produits beaucoup plus chers. Pour tout ce qui est vaisselle aussi, vous pouvez regarder les associations pour les étudiants qui fournissent de la vaisselle des fois gratuitement ou sinon à des prix très symboliques. Niveau transport maintenant, si vous êtes en Île-de-France, sachez il y a ce qu'on appelle le Pass Navigo. Donc c'est un abonnement de transport. Moi quand j'étais en France à l'époque, j'avais la possibilité de payer par mois. Il y avait un tarif spécial pour les étudiants et les stagiaires qui était beaucoup plus avantageux, mais je payais quand même par mois. J'avais la possibilité de payer tous les mois. Maintenant, je suis allée sur le site de Navigo pour vérifier pour vous et j'ai trouvé que le prix pour les étudiants et les stagiaires est devenu à l'année. C'est-à-dire, vous devez payer un abonnement annuel de 350 € qui vous permet de voyager sur toute l'île de France en prenant tout type de transport, les RER, donc les trains, les métros et les bus. Sachez en plus que les entreprises, ils ont l'obligation de rembourser les salariés qui utilisent les transports publics à hauteur de 50% de leur pass Navigo. C'est-à-dire si vous êtes un stagiaire dans une entreprise et que vous vous déplacez en transport public et que vous avez payé votre pass Navigo 350 €, l'entreprise doit vous rembourser au minimum 125 €. Il y en a des entreprises qui remboursent jusqu'à 80% voire 100% du montant de votre pass Navigo. Donc n'hésitez pas à poser cette question à votre recruteur pendant la négociation de votre convention de stage. Si vous êtes hors Île-de-France, normalement les prix des abonnements pour les transports publics coûtent moins cher qu'en Île-de-France, mais ça diffère d'une communauté à une autre. Je vais vous mettre un lien d'un site web où vous pouvez aller checker
bloquer le prix des transports publics par communauté. Niveau nourriture, maintenant pour le premier mois, je vous conseille de ramener de la nourriture en conserve avec vous de la Tunisie. Ça, c'était un grand sujet quand je voulais partir en stage parce que c'était toute une première pour moi, pour mes parents aussi. On savait pas qu'est-ce qu'on pouvait ramener, qu'est-ce qu'on pouvait pas ramener. Sachez que vous pouvez ramener quasiment du tout, que ce soit pour les problèmes de douane ou les problèmes de la poste. Vous pouvez aussi conserver pas mal de nourriture, mais généralement, allez vous renseigner auprès de la personne qui va conserver pour vous et elle va vous guider, elle va vous dire comment il faut cuisiner les plats, qu'est-ce qui se conserve et qu'est-ce qui ne se conserve pas. Moi, par exemple, je ramenais en conserve les sauces pour les pâtes, merguez dans son huile d'olive, je ramenais des boulettes de viande dans son huile d'olive, je ramenais de la harissa, je ramenais du thon, je ramenais du miel, je ramenais la sauce pour couscous, je ramenais plein de plats en sauce, jilben, loubia, shakshuka. Donc tous les plats en sauce, vous pouvez bien les conserver à condition qu'il y ait assez d'huile dedans. Mais encore une fois, allez vous renseigner auprès de la personne qui va conserver pour vous et elle va vous donner ce que vous devez faire et ne pas faire en cuisinant les plats. Donc vous pouvez ramener avec vous des conserves dans votre valise, mais sinon si vous êtes limite, et ce qui est tout à fait compréhensible quand on déménage pour 6 mois, on a beaucoup de bagages, vous pouvez envoyer ces conserves par la poste. Donc généralement les 2 semaines avant de partir en France, vous savez déjà dans quel crous ou dans quel logement vous allez résider. Donc vous avez votre adresse exacte. Donc vous pouvez envoyer ces conserves par la poste. Elle arrivera en France et elle vous attendra à la poste, au bureau de la poste en France. Et le jour où vous arrivez, vous allez la récupérer et vous avez tout de suite de quoi manger. Je trouve c'est très utile de ramener de la nourriture le premier mois parce qu'on va être confronté aux différences. On va pas trouver les produits qu'on aime manger, les produits qu'on a l'habitude de voir et d'acheter chez nous. La nourriture coûte quand même beaucoup plus cher en France qu'en Tunisie. Donc l'argent qu'on a ramené avec nous, ça serait bien de le garder en tant que sécurité, filet de sécurité, que de dépenser beaucoup d'argent dans la nourriture. Et aussi, ça vous évite de penser à faire les courses, à cuisiner et tout. Vous allez gagner votre tranquillité. Autre alternative pour la nourriture, si votre stage n'est pas très loin d'un établissement Crous, sachez que les restaurants universitaires proposent des repas pour les stagiaires et les étudiants à seulement 3 € le repas. Sinon, si vous préférez quand même faire vos courses, cuisiner par vous-même, je pense un budget de 50 € par personne par semaine est confortable pour faire ces courses. Vous pouvez bien sûr faire moins que ça, mais les premiers mois, je préfère mettre un budget un peu plus élevé parce que comme je l'ai dit, dès qu'on arrive en France, c'est un grand changement sur les produits de nourriture. On ne sait pas encore comment se positionner, on ne sait pas les bons produits avec un bon rapport qualité-prix. Donc on a tendance à peut-être acheter cher pour assurer la qualité. On a tendance à aller dans des magasins qu'on connaît bien comme Carrefour ou Auchan pour acheter des produits qu'on connaît et du coup ça peut vite revenir cher. On ne connaît pas les astuces, on ne connaît pas les produits et les supermarchés moins chers. Donc je préfère mettre un budget un peu élevé le premier mois que vous pouvez optimiser plus tard que sous-estimer ce budget et malheureusement se trouver avec moins de budget pour ça. Pour manger dehors, et ça arrive, on est parti pour profiter de la vie et de voir autre chose. Mais si on a un budget limité, je vous conseille les restaurants kebab, les restaurants tacos ou tout simplement les boulangeries où vous pouvez acheter des menus de sandwich avec une boisson ou sandwich avec un dessert pour 8 à 12 € maximum. Pour le téléphone maintenant, moi quand je suis arrivée en France, j'ai pris une puce qu'on appelle Leica Mobile de mémoire. C'est quelque chose que vous pouvez acheter dans un magasin tabac ou à l'aéroport. Généralement, ça coûte un peu cher, mais c'est indispensable, je trouve, pour dépanner les premiers jours. Je pense que ça coûte vers les 20 € la carte SIM. Après, il faut la charger pour avoir un peu d'internet et d'appels téléphoniques. Donc, prévoyez quand même une trentaine d'euros
pour votre premier forfait téléphone. Mais une fois que vous êtes installé, que vous avez une adresse et que vous avez votre compte bancaire, je vous recommande d'aller acheter une carte mobile chez Free. Donc c'est un opérateur mobile qui s'appelle Free, où vous pouvez trouver vraiment des offres pour pas cher avec appel SMS illimité, un bon nombre de gigaoctets pour internet à 2 € par mois. N'hésitez pas à consulter les offres que font Bouygues Télécom et SFR ou Orange. Ils sont un peu plus chers que Free, mais des fois ils font des offres imbattables. Vous commandez votre carte SIM sur internet, ils vous l'envoient normalement sous 48 heures à 72 heures. Et vous avez un abonnement à 3 € maximum par mois. Voilà les grands axes de dépenses quand on arrive en France pour un stage de fin d'études. Donc c'est le logement, la nourriture, le transport et le forfait mobile. Maintenant, on va voir ensemble concrètement combien il me faut d'argent pour vivre pendant ce stage de fin d'études. La particularité du premier mois, c'est que vous allez payer 2 loyers. Vous devez verser le premier loyer, donc de votre premier mois, et vous devez aussi verser une caution. Sachant que la France, les logements en général en France, fonctionnent par une caution ou ce qu'on appelle une garantie. Donc généralement, c'est une somme qui est égale à votre loyer. Donc si votre loyer est de 300 €, vous devez donner 300 € comme caution qui est remboursable à la fin de votre séjour au cas où votre logement est en bon état. La deuxième particularité, c'est que vous allez devoir faire un panier pour équiper votre logement puisque, comme je dis, vous n'aurez pas de vaisselle, vous n'aurez pas de linge de lit, vous n'aurez pas de linge de bain. Donc, pour voir ça concrètement et avoir des vrais chiffres, j'ai fait un petit panier sur Action pour vous donner une idée. Donc, il faut prévoir une couette à peu près à 14 €, une housse de couette à 6 €, une paire d'oreillers à 9 €. Pour tout ce qui est drap, linge de bain, c'est-à-dire cape de bain, serviette de bain, tout ce qui est linge de cuisine, je vous recommande de ramener ça de la Tunisie. Pour tout ce qui est vaisselle, vous pouvez trouver une poêle à 10 €, une casserole à 9 €. Les verres et les tasses et les assiettes et les bols, généralement, c'est à 1 € la pièce chez Action. Et après, vous pouvez prendre quelques ustensiles de cuisine à 10 €. Pour le fer à repasser, ça reste optionnel, mais vous pouvez quand même trouver à 12 € chez Action. Et pour le sèche-cheveux, je vous recommande de ramener ça de la Tunisie. Pour tout ce qui est produits, soins et beauté, aussi ramener ça de la Tunisie, ça enlève une grosse charge sur votre budget. Donc pour faire maintenant le budget concrètement du premier mois, je vais devoir prendre quelques hypothèses. Je vais partir sur cette résidence Crous en Île-de-France et on va commencer à compter. Donc le premier mois, comme j'ai dit, vous allez payer 2 fois le loyer, vous allez payer le pass Navigo à l'année, vous allez payer vos forfaits mobiles. Donc je prends en compte les frais des premiers jours d'une puce Lyca mobile et vous allez avoir un budget de nourriture et finalement le budget pour équiper votre logement. Donc ça, c'est la somme totale qu'il vous faut le premier mois. Moi, généralement, je la majeure de 10% pour avoir un peu de filet de sécurité et vous trouvez le minimum de budget que vous devez avoir avec vous pour partir en stage en France. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas pris les aides APL et je n'ai pas pris le remboursement du Pass Navigo parce que ce genre de remboursement, généralement, ça prend du temps, ça prend un mois. Donc, dans tous les cas, vous allez devoir débourser cet argent. Même s'il sera remboursé dans le futur, vous devez quand même avoir la somme complète dès le début. Pour les prochains mois maintenant, vous allez devoir payer un seul loyer et vous allez toucher l'APL, prévoir un budget de 200 € par mois pour les courses et payer votre forfait mobile et même vous pouvez avoir un budget pour les loisirs. Donc voilà à peu près le coût de la vie hors premier mois. Donc si vous touchez 600 € de salaire pour stagiaire, c'est normalement largement suffisant pour vivre en tant que stagiaire.
Je pense qu'elle va être trop longue cette vidéo, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi que ça vous aide pour trouver un stage de fin d'études. Il y a toujours plein d'autres choses à savoir, l'assurance maladie, les impôts, les cotisations, la rémunération, l'ouverture d'un compte bancaire. Je vais parler de tous ces sujets dans une autre vidéo, sinon celle-ci va durer une éternité. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Sinon, je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye!